classifie, c'est intéressant pour le potentiel déclassé, hein, c'est bien, c'est rassurant. Donc en déclaratif ou non déclaratif, enfin, en explicite ou en implicite. Ce qui rappelle quand même déjà aussi quelque chose de l'ordre du fonctionnement du haut potentiel. Hein. L'explicite, c'est toute cette mémoire, toutes ces informations qu'on est capable de raconter facilement. Alors elle est organisée en deux aspects, on va dire l'aspect sémantique qui relève de tout ce qui est d'apprentissage des concepts, donc lié évidemment aux mots et à tous les apprentissages scolaires. Si je vous demande de décrire ce que cet objet est, vous allez pouvoir me le nommer, c'est un micro, ça sert à ceci, c'est utilisé dans ça, on va le rencontrer dans tel. D'accord? Donc vous voyez que dans ce sens-là, tout l'aspect sémantique, même s'il est basé sur des concepts, des idées, et qui sont très reliés les uns entre eux, malgré tout, c'est assez facile de l'expliciter, de le mettre en mots. D'accord? Et puis l'autre, évidemment, aspect, et qui est très développé chez nous potentiels, parce que aussi lié à l'aspect affectif, c'est toute la mémoire des événements de vie. Donc c'est la mémoire épisodique. D'accord? Et elle est très engagée aussi dans l'école pour les enfants au potentiel parce qu'il y a une part affective qui est très prégnante dans toutes leurs tâches cognitives et que ils vont se souvenir de la leçon sur Napoléon, mais ils vont aussi en même temps se souvenir que c'était ce prof-là de 6e que j'adorais et qu'il faisait comme ci. Puis même le jour de la leçon de Napoléon, il était habillé en rouge parce que j'aimais bien sa leçon. Donc vous voyez qu'en fait, il y a cette mémoire-là, épisodique, qui est aussi très très prégnante, y compris dans les apprentissages. Et puis l'autre partie de la mémoire à long terme, hein, c'est la mémoire implicite, donc la mémoire non déclarative, qui est beaucoup plus compliquée à mettre en mots, à raconter, et c'est tous les automatismes. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est quand on apprend à conduire, par exemple, cette mémoire-là, eh bien, on va la mettre en route peu à peu. Donc on va passer par la mémoire explicite. Et on va dire, alors ah oui, l'inspecteur là, il nous a dit qu'il fallait mettre les mains comme ça là, en 10h10 sur le volant. Et puis alors après, ah oui, quand je passe à la vitesse, donc c'est le pied gauche pour dérayer, et puis je passe à la vitesse là. Donc en fait, on peut se raconter aisément ça, cette histoire. Tout ça, c'est la période d'apprentissage. Et puis au bout d'un moment, ça devient une espèce d'automatisme, on n'a plus besoin de raisonner tout ça. Et bien là, on est passé sur de l'électricité. Et maintenant, aller raconter, d'abord, comment on conduit, c'est pas nécessaire. Et puis aller décortiquer et tout et mettre des mots sur tout cet automatisme-là, c'est impossible. Mais c'est pas ce que je fais habituellement. Je n'utilise pas ces automatismes de cette manière-là. D'accord? Et donc, chez le potentiel, c'est important de l'expliquer aussi à l'enfant, c'est que cette mémoire-là en particulier, elle est surinvestie, elle est surengagée dans tout ce qu'ils font, pas seulement à l'école, mais encore une fois, c'est 80% de leur temps scolaire, hein, de leur temps de vie. Voilà, donc les mémoires, ça c'est... Voilà. Alors, vous avez un petit exercice. Excusez-moi. Premier petit exercice, donc vous avez une liste, hein, vous avez deux colonnes, vous avez repéré la deuxième page évidemment. Et le premier exercice, vous avez liste 1. D'accord? Je vais vous afficher une liste de 10 chanteurs. Vous allez avoir un temps limité pour la mémoriser, cette liste. Et une fois que la liste s'efface, je vous laisserai quelques instants pour écrire les 10 noms de chanteurs que vous avez oubliés. D'accord? On y va? Vous êtes prêts? Ouais. Donc, peut-être au fond, vous ne voyez pas? Je vais rajouter l'auditif alors, ça vienne. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Elvis Presley, Serge Gainsbourg, Michael Jackson, Edith Piaf, Gilbert Montagnier, Francis Cabrel, Daniel Balavoine, Michel Berger.
Vous avez 10 sur 10. Ceux du fond peut-être seront pénalisés parce que du coup, vous n'avez pas eu toutes les infos, en tout cas pendant le même temps d'apprentissage. Vous connaissez bien tous les chanteurs. On passe à la deuxième liste. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Je vous les lis pour ceux du fond. Maître Gims, Kenji Girac, Black M, Ritza, Soprano, Jules, Kenve, M. Popora, Willy William et Stromae. Oh, ça c'était la première liste, hein, ne trichez pas. Bon, bah, je vais interroger les plus jeunes alors. Ce qu'on comprend par là, c'est que on me retient bien, on retient mieux en tout cas, si on donne du sens. Et en fait, pourquoi la première liste, vous l'avez retenue? Parce que quand vous avez dit Edith Piaf, vous avez entendu chanter, quand vous avez entendu Elvis Presley, vous avez vu sa mèche dominée, etc., etc. Et en fait, vous avez allumé votre mémoire épisodique. En même temps que le nom qui s'affiche, etc., eh ben, on s'est mis là tous les événements de vie qui reviennent. D'accord? Ça, ce fonctionnement-là, il est très prégnant chez le haut potentiel. Mais du coup, quand un potentiel il se retrouve face à une leçon qui n'intéresse pas, il n'aime pas la maîtresse, et puis en plus il y a du vocabulaire qu'il n'a pas vraiment envie d'apprendre, et puis en plus on ne lui a même pas expliqué l'étymologie grecque, latine, etc., et ben il se retrouve face à la deuxième liste. Et il laisse tomber. Et en tout cas, il ne performe pas. Allez, je vous embête encore un petit peu. Deuxième petit exercice, vous avez un petit questionnaire pour voir un petit peu quel est votre type de mémoire dominant. Donc vous avez 24 questions. L'idée c'est sur chacune des lignes, sur chacune des affirmations qui vous sont proposées, si vous trouvez que l'affirmation vous correspond bien, eh bien vous coloriez le petit smiley qui est en bout de ligne. Si l'affirmation ne vous correspond pas ou pas vraiment, vous ne coloriez pas le smiley. Vous laissez comme ça et vous passez à l'affirmation suivante. D'accord? Et une fois que vous avez lu les 24 propositions, et bien vous comptez le nombre de smileys que vous avez coloriés dans chacune des cases. Donc pour ceux qui ont comptabilisé, alors c'est un petit... Il existe des tests beaucoup plus affinés, hein, évidemment, mais
histoire de comprendre un petit peu déjà. Si vous avez un total plus important dans la colonne 1, votre mémoire est plutôt à dominante visuelle. Colonne 2, mémoire est plutôt à dominante auditive. Et colonne 3, à dominante plutôt kinesthésique. Alors, si vous voulez en parler un petit peu, cette mémoire visuelle, alors, il faut savoir que on a toutes les formes de mémoire. On ne parle que de dominante. D'accord? Ce qui est intéressant pour les enfants aussi, enfin et pour les adultes d'ailleurs, mais c'est de comprendre leur dominante de mémoire et de la mettre en lien avec leur dominante d'écoute, d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au niveau attentionnel, on a là aussi une attention qui peut avoir ces formes-là, d'accord, auditive, visuelle et kinesthésique. Et c'est sûr que si on a une très bonne mémoire visuelle et qui s'appuie sur une très bonne entrée, moi j'appelle ça plutôt l'entrée visuelle, c'est sûr que tout ce qui est visuel, on devient ultra performant, c'est facile. Et du coup, on va pouvoir mettre en place des stratégies d'apprentissage, prendre des codes couleurs, faire des cartes mentales, utiliser des schémas, etc. pour pouvoir apprendre facilement. Auditif, c'est sûr que quand on a une mémoire auditive, donc une attention auditive importante et une mémoire auditive qui est bonne aussi, l'idée, là aussi, l'enfant, on peut lui donner des stratégies de parler, expliquer à son camarade, s'enregistrer pour mémoriser la leçon, raconter, d'accord? Demander aux enseignants s'ils peuvent faire un exposé, d'accord? Ça, ce sont des canaux d'apprentissage qui vont être ultra performants pour ces enfants. Et puis le kinesthésique, ça c'est celui qui est un peu moins facile au quotidien. Il faut savoir qu'à peu près, je crois que c'est